Salut tout le monde, heureux de vous retrouver sur Xplane 11 sur l'aéroport de Düsseldorf DDL. Décidément, hein, j'aime bien cet aéroport, c'est le point de départ. Avec ce PC12 de Xplane 11, enfin réadapté pour Xplane 11 d'une valeur de 35 dollars qui a fait le succès sur Xplane 10. Je me souviens très bien de cet avion de chez Carenado qui, ma foi, est une très très belle réussite. Alors pourquoi je fais alors, premièrement, on va faire une présentation au sol avec un tout petit peu de théorie sur les turbopropulseurs issu du Wikipédia que Clochette nous a gentiment fourni. Donc il est disponible sur le Xpen.org, sur le Xpen forum et puis internet, donc Wikipédia. Et je vais m'arrêter aussi sur quelques abréviations parce que j'ai voulu comprendre exactement de quoi, comment était équipé cet avion avec des petites abréviations que je n'arrivais pas à capter. Bon, déjà, premièrement, dans cette partie, nous allons voir tout l'extérieur de l'avion. Vous voyez, je fais des vues du dessus, tout ça, etc. Alors, pourquoi je fais ça? Comme je disais, c'est parce que cet avion vaut 35 dollars et puis certaines personnes ne sont pas très contentes de la démarche commerciale de chez Carenado, afin, puisqu'il n'y a pas de ristourne pour ceux qui possédaient, enfin, qui possèdent même le PC12 comme moi sur Xplane 10. Voilà. Ce qui est un petit peu normal. Bon, voilà, c'est comme ça. Et voilà, on décide de l'acheter, on décide pas de l'acheter. Voilà. Mais je voulais quand même insister avec ça un petit peu parce que ça représente quand même un budget. Et puis, bah, tout le monde n'est pas riche, hein. Voilà. Donc c'est pourquoi je profite de ces instants pour vous montrer tout ça. Donc on peut déjà, voilà, toutes ces textures en plus avec le nouveau moteur de Xpen 11, eh bien c'est superbe. On peut revoir donc tous ces reflets. Vous voyez ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est magnifique. Et il tient absolument bien la route sur Xplane 11. Voilà. Là, on peut constater par rapport à Xplane 10, on a déjà les deux pilotes qui sont déjà dans l'avion. On n'est pas obligé d'enlever les éléments statiques pour avoir les pilotes. Voilà, donc je refais encore un petit tour de cet avion splendide pour que vous voyez bien les textures. Et ma foi, avec une telle livrée qui le met beaucoup en valeur, je trouve. Je trouve que les livrées, elles sont un peu tristounettes, les autres. Voilà. Voilà, donc ici, vous voyez, on voit bien tout ce souci du détail. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Alors, de chez Carenado, ben, toujours le même principe, les trois petits onglets ici sur le côté. Alors, on va voir le premier. Ça, c'est votre vue, votre volume, comme d'habitude, hein, vous connaissez tous. Et puis ça, ce sont les vues qui sont prédéfinies, dont je ne me servirai pas, puisque moi, je prédéfinis moi-même mes vues. Voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique. Ici, on a les Windows Reflection et Instrument Reflection, Static Element, Passage Doors et Baggage Doors. Voilà. Alors on ouvre ici nos petites portes. Comme ça on découvre bien euh, à l'intérieur comment c'est fait. Ah bah là vous voyez, dès qu'on a ouvert les portes, eh ben, il n'y a plus de pilote, il n'y a plus de barbatruc, je disparais, je m'appelle Gérard Majax. Voilà, donc tout ici à l'intérieur est revêtu en cuir, n'est-ce pas? Hein, c'est assez classe comme avion quand même. Et ici on voit bien les textures en bois qui sont vernies. Franchement c'est quand même très 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 sympa. On va le dire comme ça, c'est très très bien. Alors après j'ai pas essayé moi de refermer les portes de l'intérieur. Voilà, déjà je vous montre donc l'extérieur. Alors ici vous avez donc le pilote automatique qui est représenté. Bon voilà, c'est Carenado qui rajoute le pilote automatique, mais vous pouvez très bien vous en servir de l'intérieur et il est facilement pilotable tout seul en fait, quelque part. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'un copilote, ça se gère parfaitement bien. Alors, donc on a vu, on va fermer ici nos portes. Et, ah bah ils ont disparu. Ah dites donc, je sais pas ce qu'ils font, hein. Alors bon, c'est pas très important, on s'en fout, c'est pas grave, c'est vraiment pour rigoler un petit peu. Ici vous avez votre Change Livery, alors je vais pas le faire, mais quand vous cliquez aussi, vous voyez la petite main, et ben vous changez les fameuses livrées. Alors on va enlever nos Static Elements, et voilà, et les pilotes réapparaissent. Dites-moi, ils sont pas très stables ces pilotes, hein. Je me demande si je vais continuer à les embaucher moi, hein. Voilà, un petit peu, donc on a vu l'extérieur de l'avion avec les trois onglets qui ne diffèrent pas tellement de X-Plane 10. Voilà messieurs, ils ont juste rajouté par rapport à l'ancien PC12, et bien ici le dit pilote automatique. Bien, alors we are going to the interior de l'avion. Alors on peut voir toujours ce qui est magnifique, ce sont toutes ces réflexions. Voyez, voyez, regardez-moi ça. C'est vraiment, vraiment superbe et encore beaucoup plus accentué je trouve sur Xplane 11, voilà, donc ici vous avez donc votre grade. Alors là c'est pareil aussi, ces histoires de pare-soleil c'est vraiment très chiant, je vois pas trop à quoi ça sert, il m'encombre plus qu'autre chose. Alors, je vais déjà les mettre de côté, voilà.
avec quelques petites animations ici, vous voyez, on peut fermer, tout ça on peut ouvrir. Voilà donc le panel, vous voyez, toutes ces réflexions, le pédestal, donc ici on voit toutes les instrumentations, tout ça, etc. On voit toutes ces réflexions qui sont super bien faites, qu'on peut désactiver, mais bon, ça ne joue pas trop sur les FPS. Voilà, donc nous allons aller à l'intérieur de l'avion. Alors moi j'ai préprogrammé mes vues, voilà, que je fais d'habitude tout le temps, hein. Ici voilà. Ici vous avez la vue aussi de l'extérieur. Là, parking brake, voilà. Et là, à l'intérieur donc de la cabine. Alors l'intérieur de la cabine, oui. Tac, on peut sortir les petites tablettes que vous connaissez tous. Si vous êtes un homme d'affaires, un businessman. Ici, vous pouvez abaisser les volets comme bon vous semble, voilà. Donc on regarde bien les textures, tout ça c'est super bien fait. Et puis avec le reflet de la météo, vous voyez ici là c'est vraiment très bien fait. Avec le reflet du soleil, tout ça, vous avez les ombres qui sont super bien représentées. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Voilà quoi, c'est le top du top franchement en termes de design. Alors madame la portugaise, elle est pas chée pour faire le ménage, hein, comme vont me dire certains. Voilà quelques vues, voilà une petite présentation graphique concernant donc cet avion. Alors nous allons nous allons aller dans une partie un peu théorique de l'avion donc à propulsion qui a été fourni par merci Michel, bah de rien. Du turbopropulseur. Voilà, on utilise le moteur à turbopompe à la place de celui de piston pour plusieurs raisons. Alors son rendement à haute altitude. Ok, ces derniers commencent à perdre puissance de 4000 pieds. Avant, on garde 20 000, cela augmente aussi le confort des passagers. L'avion pourrait voler au-dessus de la couche des turbulences atmosphériques. Il coûte moitié moins cher qu'un jet en carburant, contrairement à lui, il peut desservir la plupart des aéroports car il nécessite que 1000 mètres de piste, d'accord. En ce qui concerne les mono et bimoteurs, un tel avion se pilote comme n'importe lequel, de taille, même poids, il a la même aérodynamique. Les différences résident dans l'utilisation du moteur des systèmes électriques, hydrauliques, givrage et avionique en particulier. Le moteur turboprop est un moteur à hélice entraîné par une turbine. Ce vient de l'anglais turbo and propeller. Ok, hélice. Il essaie de combiner les avantages turbo, d'accord, les hélices que l'on exploite surtout pendant le décollage et l'atterrissage, il fonctionne comme si. Alors, je suis pas un grand mécanicien, mais enfin bon, le principe est bien décrit. Vous voyez bien l'hélice, c'est un réducteur qui est absolument indispensable. Le compresseur, la chambre de combustion, la turbine et la sortie d'échappement. Voilà, il existe deux sortes. Alors attendez, je vais reculer un petit peu. Il en existe deux sortes, axe fixe et turbine, c'est le dernier qui est utilisé, le bien connu Pratt & Whitney PC6 qui équipe beaucoup de turboprop PC12 DHC-C3 turbo. Le générateur de gaz est un moteur à réaction qui produit un flux de gaz à haute vitesse. Cette puissance est transférée au générateur de puissance relié à une hélice constante par un réducteur. Ce réducteur est nécessaire, comme je vous disais, l'hélice ne supporterait pas directement les 44 000 RPM du moteur. Alors les turboprops dans XPEL, bon là c'est une description. Et là on a ici sont les manettes du Pilatus PC12. Là où les manettes de puissance en opposition aux manettes de gaz de moteur en puissance ou puissance lever, le régulateur d'hélice choisit le pas d'hélice nécessaire pour maintenir l'hélice moteur à la bonne vitesse. Cette manette a trois positions. La position alpha est généralement 85 degrés en avant, d'accord. La position bêta est en 15 degrés en arrière, poussée nulle, incidence des pales 0. Le reverse thrust, inverseur de poussée, pas de moteur, non pas du moteur, mais de l'hélice, incidence négative, d'accord. Là où les manettes de commande condition lever avec trois positions, flat engine, ralenti ou high IDLE. Position normale en vol, décollage au toucher. Ok, bah tout ça c'est très important parce que ça va nous permettre de faire un bon taxi, tout ça, etc. Et ici sur le côté vous avez donc le fameux override, voilà, qui est disponible pour augmenter la puissance du moteur. Je me demande si c'est pas en cas de panne plutôt, parce que si vous augmentez la puissance du moteur, tout va être dans le rouge. Voilà, hein. Donc eh bien écoutez, je vous laisse lire tout ça. Voilà, contrairement au moteur à piston, on manipule souvent les manettes, on n'y touche pratiquement pas en cours de vol, c'est régulé automatiquement. La position du levier n'est pas proportionnelle. Alors ça c'est des paramètres, le torque ou torque à la place de la pression d'admission, d'accord, manifold power des moteurs à piston, ITT.
Ça c'est bien aussi de savoir un petit peu des définitions, parce que moi ça m'a bien pris la tête certaines définitions, je voulais connaître sur ce fameux PC12, parce que voilà, c'est toujours très intéressant, je pose toujours des tas de questions. Alors ITT, Interstage Turbine Temperature, c'est la température du flux entre les étages basses et haute pression de la turbine. Attention à ne pas aller dans le rouge, voilà, ça qu'il faut retenir, attention à ne pas aller dans le rouge. Et la prop, le pas d'hélice et RPM, régime, attention, certains avions ont un pas variable manuellement, et on s'en fout, c'est pas celui qu'on utilise, et on le gère comme pour des avions en moteur à piston. Les conditions de mise en drapeau, puis c'est dans ce cas, n'y touchez pas. Ok, gère toute seule la combinaison, mélange pas, voilà. Alors NG ou NA N2, c'est la vitesse de la turbine en pourcentage qu'on va retrouver dans notre Pilatus. Ici, bon, c'est un petit tour de piste qui décrit comment il faut faire, donc le pilotage, c'est très très bien, c'est très bien fait. Et ici on vous explique au parking, manette de puissance sur et manette condition sur cut-off, position basse, démarrage taxi, manette de puissance sur les deux manettes. Vous remarquerez qu'il y a un temps de réaction des commandes, c'est normal. Vous aurez l'impression que l'on prend la main sur vos gestes sur les commandes. C'est le rôle du FADEC, le système électronique qui contrôle les rigueurs fonctionnement de ce moteur. Ok. Alors tout ça, c'est pour vous dire que bah un peu de théorie ça fait pas de mal. Moi ça me permet de mieux comprendre les choses et le fonctionnement. Voilà, bon, il n'y a pas besoin non plus d'être ingénieur pour comprendre absolument comment ça se passe, il suffit juste de pratiquer. Bon, cette partie peut-être un peu longue, voilà, vous pouvez la squeezer comme vous voulez, mais je pense qu'elle était nécessaire. Voilà, alors quelques définitions. Alors EFIS, ça veut dire Electronic Flight Instrument System. Voilà, utilisé en mode normal. Voilà. Bon, là, on ne l'a pas mis en route pour l'instant. Voilà, EFIS. Et moi, je me suis demandé ce que ça voulait dire CMPST. Voilà. Alors, par contre, vous voyez, là, ce qu'on peut faire dans le nouveau Carinado, voilà, c'est super toutes ces réflexions. Je dirais jamais assez. Alors, CMPST. C'est bien. Quand vous êtes là-dessus, vous vous demandez bien ce que c'est que ce truc. Alors, j'ai réussi à trouver, c'est... Alors, et le mode composite utilisé en cas de défaillance. Désengage le pilote automatique si sélectionné. Alors, bon, ok. Ensuite, j'ai cherché ce que ça voulait dire EPS. Et bien EPS, quand j'étais gamin, c'est quand on faisait du sport. Éducation physique sportive. Voilà ce que ça veut dire. Allez, au revoir. Non, EPS, ça veut dire Emergency Power System. Alors, armée on, test off. En principe, une batterie de rechange si besoin d'alimentation en cas de panne. Voilà. Voilà ce que j'ai su. Alors après, c'est pareil, je me suis posé la question. AHRS1, HARS2, déjà compliqué. Slave, alors slave ça veut dire esclave. CCW, slave, CCW. Qu'est-ce que c'est que tout ça? À quoi ça sert tout ce merdier là? Ouais, moi je suppose, je comprends rien moi. Bon, de toute façon, sur Pilatus, je vous rassure, m'en sert pas du tout. Alors, HAHRRS, du mal à le dire. Ça veut dire Attitude and Heading Reference System. Donne des informations de tankage de roulis et de lacets à partir des capteurs embarqués et transmet ces données à votre FIS qui est Electronic Flight Instrument System. Voilà. Généralement un seul AHRS. Le deuxième est la redondance sur des bus électriques séparés. Voilà. On le laisse en mode esclave. Voilà. Alors commutateur DG slave, donc ici, est en mode gyro libre ou info HAHRS sur slave. Voilà. Bon, ok. Alors CWCCW, alors fait pivoter la référence de cap dans les sens des aiguilles d'une montre et inversement. Voilà. Sur DG, voilà ce que j'ai pu trouver comme explication. Alors ECS, ça veut dire système de contrôle environnemental. Alors le système fournit alimentation en air de l'avion, le contrôle thermique et la pressurisation de la cabine, refroidissement de l'avionique, détection de fumée et suppression incendie. Eh bien dites donc, vous le laissez en auto. Voilà. Hein, donc ça comprend système de cycle air, système de distribution, système de contrôle. Voilà, alors en mode auto, chauffage au sol s'allume à certaines températures avec commutateur. Voilà, donc en mode auto, l'air de purge du moteur fournit l'air à la cabine à la température désirée. Voilà. Ok, donc ECS, voilà donc ce que ça veut dire.
Alors c'est là où j'ai eu Manual Override, donc pour contrôler la puissance du moteur, augmenter la puissance du moteur. Alors contrôle directement la puissance du moteur par la soupape de dosage du carburant en cas de défaillance PLC. PLC c'est ça. Voilà. Bon. Alors level condition, donc c'est ce qu'il y a juste ici à côté. Ralenti au sol, ralenti, coupure, tout ça, etc. Donc on a vu, donc le PCL c'est le levier de contrôle de puissance, donc c'est ici. Voilà, PCL sélectionne la puissance du moteur requis NG et le pas d'hélice et aussi en marche arrière. Liaison directe au carburant FCU. Voilà, contrôle carburant. Ground and flight. Voilà, voilà, messieurs. Donc voilà les petites questions que je me posais. J'espère que vous avez bien compris. Et vous avez au moins les définitions. Voilà, donc ECS c'est un système de contrôle donc environnemental, d'accord, pour résumer. EFIS, donc ben, ça tout le monde le sait, c'est parce que j'insiste un petit peu, c'est-à-dire Electronic Flight Instrument System. Alors CMPST, donc c'est le mode composite utilisant 4 défaillances, voilà, désengage la PSI désactivée. EPS Emergency Power System, qui sera armé. Et AHRS, Attitude and Leading Reference System, donne des informations de tangage, de roulis et de lacets à partir des capteurs embarqués et transmet les données à votre FIS. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse et on se retrouve donc pour le démarrage des moteurs avec une checklist que j'ai trouvée donc sur internet. Voilà, voilà, bah, parce que moi je trouve que les checklists de ces Coronado elles sont bien faites, mais elles sont fouillies, elles sont énormes, elles sont assez conséquentes. Voilà, messieurs, donc j'ai trouvé un petit résumé. Et là, je vous dis pas que je vais être parfait. Je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis ciao ciao, rendez-vous pour la partie 2. Salut les gars.